Je partirai aujourd'hui de quelques enseignements de Sigmund Freud, Jacques Lacan et Fernando de Amorim, en lien avec le thème de cette journée, pour essayer d'ouvrir quelques voies sur ce que cela nous indique comme stratégie possible dans le cadre de la cure psychanalytique. C'est le principe de la contrainte de répétition qui a mis Freud sur la piste de la pulsion de mort. Il nous dit dans son essai Au-delà du principe de plaisir, en indiquant qu'il reconnaît dans la tendance du système nerveux à maintenir constante l'économie psychique. La preuve, qu'il reconnaît là la preuve de l'existence de la pulsion de mort. Il introduit cette dernière en situant le conflit chez le psychonévrosé, non plus entre pulsion du moi et pulsion sexuelle, mais entre le moi et l'investissement de l'objet. Il poursuit sa réflexion dans le texte Le moi et ça, où il signale qu'il y a une liaison entre les deux pulsions dont il avait parlé précédemment, vie et mort, mais qu'elles peuvent s'autonomiser. Il propose ensuite de ne plus mettre en polarité pulsion, vie et mort, mais amour et haine. Rapidement, dans ce texte, Freud évoque le sentiment de culpabilité inconscient que ressentent les névrosés, précisant que c'est un fort obstacle à la cure. Ce sentiment est issu de la différence, la tension entre les exigences de la conscience, pour ressembler au père, à l'idéal du moi, et les performances du moi. Il le met également au cœur de ce qui est en jeu dans la réaction thérapeutique négative. Freud différencie dans ce texte culpabilité normale et celle issue des effets du surmoi. Il parle donc du surmoi présenté précédemment dans son article pour introduire le narcissisme. C'est une partie du moi qui se tient en permanence proche du ça et qui peut, vis-à-vis du moi, en assurer la représentance. Il situe le surmoi comme un effet de l'Oedipe qui génère une modification du moi qui s'oppose au reste du moi. De cette origine oedipienne découle le fait que le surmoi conservera le caractère du père. Freud nous signale le double positionnement de cette instance qui, dit-il, n'est pas simplement un résidu des premiers choix de clé du ça, mais une instance qui a aussi la signification d'une formation réactionnelle énergique contre ceci. Par ailleurs, il lie l'idéal du moi et le surmoi qui forment ensemble la représentance de notre relation par là, je le cite. Il signale enfin que l'ambivalence amour-haine vient de la grande mobilité de la libido, qui va s'y conduire indistinctement dans ces deux voies, l'important étant d'éviter l'espace de libido et de faciliter les convulsions. Cela explique aussi, dit-il, qu'elle puisse s'investir sur n'importe quel objet. Nous trouvons donc dans le travail de Freud plusieurs pistes à suivre. Il nous indique le lien entre les pulsions de mort et la figure du surmoi, entre le surmoi et l'idéal du moi, le surmoi et la culpabilité excessive, ainsi que le lien avec le complexe d'Oedipe. Par ailleurs, il nous indique déjà que dans la cure, nous allons devoir nous frotter avec cette culpabilité excessive. Il précise d'ailleurs que nous ne devons pas nous y tromper. Si l'éros fait du bruit, les pulsions de mort sont elles aussi bien présentes, mais restent le plus souvent muettes et cachées. Nous avons vu plusieurs éléments qui nous apportent donc un éclairage sur les voies qu'emprunte la haine, voies qui persistent en raison des difficultés de l'être à supporter la castration symbolique. Seule voie pourtant possible afin de sortir des relations imaginaires. Pour s'engager dans une vie marquée par la castration symbolique, il faut encore que l'être accepte d'arrêter de souffrir. Or, dans la clinique, force est de constater que l'être est loin d'être ami de son désir et qu'il chérit son symptôme, malgré sa demande initiale, qui porte à croire qu'il voudrait s'en débarrasser. La souffrance a une fonction pour lui et c'est la raison pour laquelle il n'est pas prêt à s'en séparer si facilement. Dans son séminaire sur le transfert dans la clinique psychanalytique des malades organiques, le transfert chez Freud, Fernando de Amorim nous dit que c'est justement parce que la psychanalyse implique l'amour de transfert qu'elle peut être le lieu privilégié pour que la haine puisse se dire. Il me semble que c'est ici l'occasion de parler de la réaction thérapeutique négative, déjà évoquée au début de mon intervention. Dans les cures, nous pouvons régulièrement voir apparaître la figure de la haine. J'entends par là ce changement que l'on peut repérer parfois physiquement chez les patients, dont le visage se déforme sous l'effet de celle-ci. C'est en général assez impressionnant à voir. Cette figure, je l'ai souvent vue apparaître justement au moment où le patient a repéré les premiers effets de la cure et qu'il envisage alors d'abandonner. Nous savons grâce à Freud que si le transfert est notre allié, il est aussi le lieu de la plus grande résistance à la cure. Et il me semble que c'est même le lieu des plus fortes expressions de la haine. Si la haine peut s'exprimer par de nombreuses voies chez le patient et le psychanalysant, c'est la responsabilité du clinicien de viser à ce qu'elle vienne se concentrer dans le transfert,
et de supporter ce dernier sans que cela signifie de se laisser maltraiter pour autant. En effet, ce n'est que dans ce champ du transfert que nous pourrons opérer. Cela n'est pas chose facile, notamment quand il s'agit par exemple de patients psychotiques qui sauront particulièrement repérer ce qui pourra blesser la personne qu'ils ont en face d'eux. Cette remarque nous amène du côté de la formation du clinicien et à la nécessité que la psychanalyse du psychanalyste soit sans fin, tant qu'il reçoit des patients, tel que le propose l'école du RPH. Nous voyons là en quoi ce sera nécessaire. Si le clinicien n'est pas intime avec son inconscient, il sera tenté de répondre à la haine, que ce soit par une violence dans ses propos ou en s'arrangeant pour rejeter le patient en brisant le lien transférentiel. Face à l'expression de la haine, le risque est d'entrer dans la relation imaginaire dans laquelle les patients tentent toujours de nous installer. Suivre le patient sur ce chemin revient à répondre à la demande de cet être, demande d'être maltraité, puisqu'il trouvera là l'occasion d'une répétition supplémentaire d'une jouissance destructrice. C'est un point important à souligner que la psychanalyse ne travaille pas avec l'imaginaire mais avec le désir. Travailler avec l'imaginaire, ce serait vouloir face à la haine offrir de l'amour, de l'empathie. De nombreuses formes de thérapie existent aujourd'hui où il est encore envisagé qu'il soit possible de changer ce qu'une personne ressent en lui donnant à travers la psychothérapie ce dont elle a manqué, selon elle. À ce sujet, la Cour nous met en garde. Le clinicien ne peut envisager d'intervenir dans le champ de la vertu. Il propose plutôt de déblayer, je le cite, des voies et des chemins, et là, espérer que ce qui s'appelle vertu viendra fleurir. Pour déblayer ces voies, nos outils seront encore et toujours le maniement du transfert et l'association libre des pensées. Si la haine est le pain quotidien du psychanalyste, il ne peut pas en blâmer l'aide qui vient lui en rendre visite. Il est de sa responsabilité, au contraire, de ne pas en avoir peur, de ne tomber ni dans la moralisation ni dans le maternage de celui ou celle qui lui rend visite, mais de faire naître, d'installer et de nourrir le transfert, afin de lui permettre d'avoir un espace où apprendre à dire autrement. Nous avons pu voir aujourd'hui combien la haine, sous toutes les formes qu'elle peut prendre, est finalement chose très commune, et d'autant plus pour le clinicien qui, par le cadre qu'il propose pour accueillir la parole de l'être, va favoriser une intensification des conflits psychiques. C'est sa formation rigoureuse et son désir de psychanalyste qui pourront lui permettre de manier le transfert avec suffisamment de soin pour que l'aide puisse trouver, s'il l'accepte, une voie différente pour son existence. Merci.